c'est le système, constitué de tous ces compartiments, tous en connexion, tous en relation. Mais que, à cause de la spécialisation des sciences, on n'arrive plus à étudier de manière holistique. Holistique, systémique, d'accord? Comme la médecine holistique. La rivière, les nappes, les végétaux, les animaux, l'humus, l'argile de nos sols, et je vais vous en parler, les roches également, l'humidité du sol, le relief, les glaciers dans les Andes, l'atmosphère locale, etc. Tout ça fait système, d'accord? Et tout ça a été disséqué par des disciplines qui en sont arrivées à un point qu'elles n'arrivent même plus à se comprendre alors qu'elles travaillent sur le même objet. Donc cette initiative-là a résonné immédiatement pour moi et je me suis dit c'est ça la solution du problème, en tout cas la solution d'une partie de nos problèmes. Et effectivement, ça a assez bien marché. Je suis revenu en France, j'ai proposé au CNRS de faire un petit peu ce que la NSF avait envie de faire aux États-Unis, c'est-à-dire de reconnecter des scientifiques qui, à la fin, comme des tribus, n'arrivaient quasiment plus à se comprendre alors qu'ils travaillaient sur la même chose parce qu'ils n'utilisaient plus les mêmes mots. Voilà, et c'est ça l'épopée de la zone critique que j'essaie de raconter dans mon livre. Et pourquoi c'est important? Et ça m'a ouvert un champ, franchement, que je n'attendais pas, absolument pas. Ça m'a ouvert au champ des sciences sociales. Je redirai un mot tout à l'heure, lorsqu'un philosophe, hélas décédé, qui s'appelle Bruno Latour, a frappé à mon bureau et m'a dit dites donc, votre zone critique, là, pourquoi vous l'appelez critique? Je dis critique parce que voilà, on pense que c'est une interface planétaire absolument importante pour comprendre comment marche la planète. Et là, il me regarde, souriant, il me dit oui, mais enfin, vous avez oublié quelque chose, c'est critique, ça veut aussi dire dont il faut s'occuper. Et en fait, cette zone critique, c'est la zone habitable de la planète. Et ça, il faut vraiment bien comprendre. Nous sommes dans une narration sur le globe que l'on hérite de Galilée, que l'on hérite de la conquête spatiale. Voilà, bon nombre d'entre nous, on était fascinés, étant enfants, par la sonde Viking, par les navettes spatiales successives qui allaient prendre des photos de ces mondes. Voilà. Il y a toujours des gens qui sont fascinés par ça. Un certain Elon Musk qui va prendre, hélas, beaucoup de pouvoir dans les années qui viennent et pense toujours, il est le seul, qu'on va pouvoir aller habiter sur ces planètes extraplanétaires. Voilà. La seule planète habitable du système solaire, c'est la Terre. Et ce n'est pas le globe de Galilée que l'on habite, c'est une toute petite pellicule à sa surface. Et c'est cette surface-là qu'il faut protéger. C'est cette pellicule-là qu'il faut protéger. Ce n'est pas la planète dans son ensemble. Rassurez-vous, les humains, quoi qu'ils fassent, ne vont pas modifier la trajectoire de la Terre dans le système solaire. Cette rotation-là, elle a de beaux jours devant elle. Elle n'a pas à s'inquiéter. Par contre, des rotations plus internes, dont j'ai essayé de vous parler, elles sont beaucoup plus concernées par les activités quelque peu extravagantes de notre espèce. Donc, pour en revenir à l'Amazone, et en terminer avec cette rapide présentation, je recherchais lors de ma thèse, et puis ensuite je continue à travailler sur l'Amazone, les traces dans l'Amazone de ces grandes transformations qui ont rendu la Terre habitable. Pourquoi la Terre, comparée à la Lune, à Mars, à Vénus, et contrairement à elle, a cette pellicule habitable qui la caractérise et que nous avons proposé d'appeler la fameuse zone critique. Voilà. Mais avant de vous embarquer là-dedans, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire des sciences. Et en vous parlant d'un de mes héros redécouvert, qui s'appelle Jacques-Joseph Edelman, qui a écrit un article en 1845, au XIXe siècle, absolument révolutionnaire, qui est complètement tombé dans l'oubli, et dont j'aimerais vous parler un tout petit peu. Edelman, c'est un petit élève de Lavoisier, d'accord? C'est un chimiste. Son nom est écrit sur la tour Eiffel. Mais il n'est absolument pas écrit sur la tour Eiffel, au motif des découvertes qu'il a faites et dont je vais vous parler. Son nom est écrit sur la tour Eiffel, car c'est lui qui a proposé les premières réactions chimiques pour synthétiser artificiellement du saphir et de l'olivine. Voilà. La tour Eiffel, c'est la révolution industrielle. Hein. Mais c'est aussi un amoureux des pierres. Alors, il se trouve j'ai une proximité très grande avec lui, nous sommes tous les deux jurassiens. Un dimanche, je sais ce qu'il fait le dimanche, il fait ce que je faisais, il va ramasser des cailloux. Et quand il devient chimiste, à la méthode de Lavoisier, et à l'époque c'est quand même extrêmement difficile, il fait des analyses chimiques de ces roches. C'est probablement un des premiers qui fait des
d'analyse chimique de roches. Et là, je voudrais vous montrer une première diapositive, si c'était possible. En fait, je voulais amener la roche, et je dois l'avouer, je l'ai oublié. Voilà. Vous voyez cette roche qui est derrière moi? Voilà. C'est une bombe volcanique que j'ai ramassée dans une carrière des Antilles, que j'ai coupée en deux. Quand je l'ai coupée en deux, on s'est aperçu en l'ouvrant qu'à l'intérieur de cette bombe volcanique, il y a de la roche grisâtre, qui est une roche volcanique, qui est dite saine. Elle est très dure, hein, c'est une roche volcanique. Voilà. Et autour de cette roche grisâtre, vous voyez une pellicule jaunâtre qui est très différente par sa nature. Si vous l'aviez entre les mains, vous verriez, c'est pulvérulent. Ça laisse des traces sur votre pull ou votre chemise. C'est un milieu qui est poreux. Vous pouvez le casser avec la main. C'est plus de la roche. Or, c'est une bombe volcanique que j'ai ramassée à l'intérieur d'une carrière, hein, comme je vous le disais. Et donc, il est presque évident, quand vous voyez cette roche, que la partie jaune provient de la transformation de la partie grise. Et c'est effectivement sur ce genre d'échantillon que Ebelmen a travaillé. Ebelmen a fait des analyses de la partie grise et de la partie jaune. Il n'a pas travaillé sur des roches de Guadeloupe, il a travaillé sur des roches qu'il a ramassées plus proches d'ici, en particulier dans le Massif central. Il était professeur à l'école des mines, il emmenait chaque année ses étudiants voir visiter les mines, alors à l'époque en plein développement du comté de Pongibo. Ce sont des mines en particulier qui sont maintenant intéressantes car il y a du lithium. Et ce que découvre Ebelmen, c'est plusieurs choses. La première découverte qu'il fait, c'est que cette pellicule jaune est issue de la transformation de la roche qui est en dessous. Pas du tout évident. Vous pourriez imaginer que c'est quelque chose qui est venu par-dessus après. Pas du tout. Il montre qu'il y a une parenté chimique, je vous passe les détails, et il montre que cette pellicule est fabriquée, est formée de minéraux nouveaux qui n'existaient pas dans la roche initiale, et ces minéraux nouveaux, il montre que ce sont des kaolins, qui est une argile, et des oxydes de fer, en gros de la rouille, qui donne cette couleur. D'accord? Et on pourrait s'amuser à faire une manip, on lave cette partie jaunasse, et on trouve un minéral blanc, très onctueux, qui est le kaolin. Et le kaolin, ça vous a sans doute pas échappé, à l'époque, est une grosse ressource économique, puisque c'est avec ça qu'on fait la céramique, et en particulier les porcelaines. D'ailleurs, le monsieur finira directeur de la manufacture de Sèvres, à côté de Paris. Ça, c'est la première découverte. Seconde découverte, il montre que cette transformation, pour que cette transformation se fasse, il faut de l'eau. On s'en serait un petit peu douté. Mais que l'eau ne suffit pas. Il montre qu'il faut un agent invisible pour transformer la roche qui est à l'intérieur dans cette pellicule argileuse, rouillée, poreuse, meuble, etc. Il faut du gaz carbonique. C'est ce que montre Ebelmen. Dans une série de raisonnements absolument impeccables, comme vous aujourd'hui, mais qui sont magnifiques pour l'époque. Donc il montre qu'en fait, pour transformer cette roche, et en faire quelque chose d'argileux, de mou, de tendre, de souple, vous l'appelez comme vous voulez, peu dense, poreux, etc., il faut du gaz carbonique. Autrement dit, il est en train de nous dire que les roches respirent. Ils absorbent du gaz carbonique, et en absorbant du gaz carbonique, elles se transforment en un matériel qui est différent, qui va être, vous me voyez venir, hein, cultivable, habitable. Vous ne pouvez pas cultiver une roche volcanique dure, mais par contre, vous pouvez cultiver cette pellicule autour jaunâtre, argileuse, etc. Ce que montre Ebelmen, c'est que s'il y a des trous dans la partie poreuse, hein, je vous l'ai dit, elle est poreuse, c'est parce qu'une partie de la matière, dans cette transformation qu'il met en évidence, ben c'est c'est sauvé, une partie. Ce sont les fameux ions. À l'époque, ça s'appelle des ions. C'est des atomes dans l'eau, disons. Et ces atomes vont se faire la belle, vont partir, emportés par l'eau. Donc l'eau intervient, mais elle intervient plus comme finalement fluide qui transporte les produits de la transformation, mais véritablement la transformation, c'est le gaz carbonique de l'air. Donc de la roche, nous sommes passés par la transformation d'Ebelmen à un milieu pouvant stocker de l'eau, pouvant abriter des bactéries. On peut y faire passer des racines. C'est ce que je disais tout à l'heure, presque cultivable. Cette transformation, aujourd'hui, on l'appelle, dans le langage technique, scientifique, l'altération chimique. Et pour le coup, le mot français est très intéressant. Altération. Vous, quand vous êtes altéré, c'est que vous n'êtes pas bien. Vous êtes perturbé. La roche s'altère, je trouve que la métaphore est bien, elle s'altère dans une nouvelle roche. La roche donne quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, les géologues l'appellent l'altérite.
c'est beau, altérite, ça vient de altération, ellite, la pierre. Mais en fait, si vous rajoutez un petit accent sur le dernier « et », vous avez altérité. C'est-à-dire que par cette réaction d'Ebelmen, vous avez complètement changé le monde. Vous aviez une planète rocheuse, elle devient tout à coup, waouh, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus habitable. Elle a lâché ses fameux ions. D'accord? La réaction d'Ebelmen explique pourquoi les rivières, l'eau que je bois, contient des éléments chimiques qui étaient initialement dans les roches et que cette transformation grâce au gaz carbonique a fait passer sous la forme aqueuse. Okay? Le Rhône qui coule à Avignon contient du calcium des roches du bassin versant du Rhône, des Alpes, des calcaires qui nous entourent, de manière plus importante du phosphore, car le phosphore, qui est un élément indispensable à la vie, la seule source connue de phosphore, ce sont les roches. C'est même un minéral très particulier des roches, c'est l'apatite. Et s'il n'existait pas une réaction, celle qu'a mis en évidence Ebelmen, qui transforme la roche en quelque chose d'autre et qui libère des nutriments, nous ne serions pas là. Ebelmen finira, comme je le disais, directeur de la manufacture de Sèvres qui fabrique la porcelaine. Il va mourir très jeune, à l'âge de 36 ans, hélas, mais la liste des papiers qu'il a écrits et qui sont tombés complètement dans l'oubli. En même temps, quelle idée de publier dans la revue les annales de l'école des mines de Paris. Personne, aucun géologue de l'époque ne va lire ça. Les géologues de l'époque sont beaucoup plus préoccupés par trouver du charbon à l'époque, puisque c'est la grande période de la révolution industrielle. Pourquoi la découverte de Bellman est fondamentale? Elle est fondamentale parce que dans un article dont je vous conseille la lecture, parce que c'est un article scientifique qu'on peut encore lire aujourd'hui, c'est un français impeccable, contrairement à l'anglais globish, horrible, à 500 mots avec lequel on écrit nos articles aujourd'hui. C'est un article qui vraiment donne envie de s'intéresser à la science. Il énonce que, puisque l'altération des roches absorbe du gaz carbonique de l'air, il ne devrait plus y avoir de gaz carbonique dans l'atmosphère depuis longtemps. Attention, il ne sait pas à l'époque que le gaz carbonique est un fameux gaz à effet de serre. Il ne le sait pas. Mais quand même, il dit, non, il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère, et visiblement, il y en a toujours eu. Donc, si l'altération des roches consomme du gaz carbonique, ben, il y a forcément une compensation quelque part. Il y a forcément une source de gaz carbonique quelque part. Il dit aussi, dans cet article, que la surface de la Terre devrait être recouverte d'une très épaisse couche d'argile, ce qui n'est pas complètement vrai, ce qui est vrai dans certains endroits, mais pas partout. La Terre devrait être presque morte, étouffée par les produits de cette transformation. Il écrit alors de très belles pages dans lesquelles, en bon savant du siècle des Lumières, il est obligé de conclure qu'il existe nécessairement une source de gaz carbonique dans l'atmosphère qui vient compenser ces pertes. Il le nomme, c'est le volcanisme. Les gaz crachés par les volcans introduisent dans l'atmosphère du gaz carbonique qui a été absorbé par la formation des argiles sur la Terre et que son ami Boussingault vient de découvrir dans des panaches volcaniques en Amérique du Sud. C'est absolument vertigineux. Ce raisonnement, celui de la compensation, est celui qu'on applique aujourd'hui à nos émissions de gaz à effet de serre, ça ne vous a pas échappé, ou à l'imperméabilisation de nos sols, par exemple. Que devient le gaz carbonique absorbé par la roche? Eh bien, Ebelmen comprend que ce gaz carbonique passe sous la forme dissoute, sous la forme d'ion, c'est l'ion bicarbonate aujourd'hui, et quand vous buvez de l'eau, et j'espère que la prochaine fois que vous boirez de l'eau, vous penserez à moi, vous buvez du gaz carbonique de l'atmosphère, qui a été transformé en ion bicarbonate par cette réaction qu'Ebelmen a démontrée